Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode spécial rentrée, un medley en fait avec plein de petites interviews pastilles de 5, 8, 10 minutes. Septembre c'est toujours assez chargé dans notre univers, surtout depuis qu'il y a la Paris Design Week. Alors petite parenthèse pour ceux qui ne connaissaient pas, en fait en mode il y a la Fashion Week et depuis quelques années il y a aussi la Design Week avec plein d'événements, de présentations, d'ouvertures, de nouveautés et bien sûr en parallèle, ou plutôt qui s'inscrit dans cette Paris Design Week, le salon Maison et Objets. Alors je pouvais pas parler de tout, mais j'ai emporté mes micros et j'ai fait quelques rencontres vraiment sympas que je vais vous laisser découvrir. On commence par Maison et Objets avec Vincent Grégoire, qui est chasseur de tendance chez Nelly Rodi. C'est lui qui a défini le thème de cette saison qui est méta-sensible. Alors ça pourrait être deux mots ou deux aspirations contradictoires. Méta, rapport au monde numérique, et sensible, qui correspond plutôt à la vie réelle et nos émotions. Mais il nous explique au contraire comment ces deux tendances se réconcilient et se traduisent dans le monde de la déco. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors pourquoi ce thème, méta-sensible, d'où ça vient ? Ce thème vient d'une somme d'observations, de relevés du contexte, d'essayer de rentrer dans la tête des gens, d'essayer de comprendre ce dont ils ont envie, comment ils réagissent, dans quel écosystème on patauge. Voilà, donc de regarder ce qui se passe dans l'économie, dans la politique, dans le spirituel, dans le culturel, dans l'économique, dans l'environnemental, enfin dans plein de paramètres. Et de se dire quel est le sujet de société qui buzz, quel est le sujet d'intérêt important, le sujet du moment. Et j'ai trouvé que c'était autour de cette quête d'une nouvelle sensibilité, voire d'une hypersensibilité, parce qu'on est dans un monde très chahuté, on doute de demain, on est en période de perte de repères, on est dans l'incertitude, on a plus ou moins peur. Donc on a envie, et puis on a été chahuté par le Covid, par la pandémie, par plein de choses. Et on a envie de renouer avec nos sens, donner du sens à notre vie, renouer avec nos 5 sens. Et puis si ça suffit pas, trouver des nouveaux sens, un 6e, 7e sens, un peu de magique, un peu de merveilleux, mélangé avec du réel, avec de l'hyper-réalité, avec de l'hyper-virtualité. Enfin voilà, toute une somme d'observations et de décryptages sociétaux ou sociaux pour arriver à la définition de cette thématique. Méta pour le côté connecté et sensible, la sensibilité, c'est ça, c'est un duo complémentaire. Méta parce qu'on est dans une période hybride, polymorphe, il n'y a plus une tendance, il y a des tendances, il y a des possibilités et les consommateurs ont envie de choisir entre plein de mondes, des mondes réels, des mondes virtuels, à différents niveaux. Et sensible parce que, je le disais, c'est ces 5 sens, ce 6e, 7e qui viennent se rajouter. Tous nos sens sont en éveil. Voilà, il y a un besoin de renouer avec ses sens à fond, mais en même temps d'essayer d'aller en trouver des nouveaux, d'aller investiguer des nouveaux territoires, s'échapper de cette réalité qui est quelquefois très anxiogène. Donc c'était un clin d'œil aussi à toute l'aventure numérique et digitale, parce que ces sensibilités, elles s'exercent sur des tendances très pragmatiques, le retour d'une hyper-naturalité, oui, c'est ça, parce que c'est un thème sociétal. Comment il se transpose dans le monde de la déco, du design ?
Ce que j'observe, c'est que justement, comme il y a ces peurs, ces angoisses, ces doutes, ces incertitudes, les consommateurs adoptent ou font la promotion de deux postures. Soit d'un côté, en fait, avec le Covid, ils ont eu peur de perdre le goût, la vue, l'odorat, le toucher. Et ils veulent absolument renouer avec cette dimension vivante. Ils sont vivants, ils veulent renouer avec ça. Donc les 5 sens qui vous montrent que vous êtes vivant. Donc encore plus de fragrances, encore plus de podcasts, encore plus de matière qu'on va toucher, caresser, enfin voilà, de revenir à ça. Avec en plus un petit côté un peu gris-gris, fétiche, amulette, porte-bonheur qui vient se greffer là-dessus. Donc un côté plus spirituel dans ce rapport aux matières, dans ce rapport aux couleurs, dans ce rapport aux formes, dans ce rapport aux sons, aux odeurs, au goût, justement pour se sentir vivant. Et à côté de ça, le besoin d'investiguer des nouveaux territoires, tout ce qui se passe autour des métaverses, de ces mondes parallèles, en jouant sur des plateformes, d'exercer une cybercréativité, d'inventer justement des formes, des matières, des choses qui n'existent pas, ou qui n'existent que dans des rêves, que dans des utopies, que dans des fantasmes. Donc il y a toute une nouvelle tendance aussi de fond qui est extrêmement structurante parce que il y a une nouvelle génération de designers, de stylistes, de talents, de décorateurs, d'architectes qui ne commencent à ne créer que des images en 3D, des images numériques. Mais qui, quand on est addict aux réseaux sociaux, peuvent interpeller et donner envie de les réaliser en vrai. Donc d'un côté, on a besoin d'encore plus de vrai, pousser le besoin de vérité, d'authenticité très très loin, en mettant un peu de spirituel, un peu de magique. Et de l'autre, de pousser le virtuel, l'irréel, le magique, l'incroyable, le merveilleux, et la possibilité qu'on a avec les nouveaux outils technologiques, les imprimantes 3D, l'intelligence artificielle, de pouvoir le concrétiser. Alors ça paraît un peu abstrait, mais ça a des implications sur la création, par exemple. Tous ces nouveaux mondes, ce qu'on appelle le on-demand, c'est-à-dire qu'on va vous créer que ce que vous voyez pour vous, selon vous. On va personnaliser les choses. On va justement des nouvelles générations d'éditeurs dans la déco, dans la mode, qui ne produisent que ce qui est le plus plébiscité par ceux qui visualisent ces créations. Une nouvelle génération de talents créatifs qui ne sont pas forcément des gens qui viennent de grandes écoles d'art ou des écoles de design, qui sont des gens qui se mettent derrière un ordinateur et qui vont modéliser un fantasme, un rêve, voilà, et trouver des inspirations grâce ou à cause des écrans. Alors, qu'est-ce que vous imaginez comme palette de couleurs sur ce thème ? La gamme de couleurs, ouais. D'un côté, quand c'est retour à l'hypersensibilité. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que des séries télé avec, je pense à HPI par exemple, qui est hypersensible, à cartonner, des bouquins de sociologues, des bouquins de comédiens qui vous parlent de leur hypersensibilité, vraiment font des gros succès de librairie. Donc tout ce travail sur l'hypersensibilité, les 5 sens, c'est la neutralité, des très très beaux neutres, des neutres très sophistiqués, très raffinés. Bon, ça peut paraître pas très nouveau parce qu'on balade ça depuis quand même un moment, mais ça s'impose vraiment des neutres qui sont presque universels, des très beaux bleus indigo, des très beaux rouges sang, des très beaux beiges, des nuances de gris, des bruns, des tons de terracotta très raffinés, avec de belles métallisations complémentaires. Et puis de l'autre, c'est complètement l'inverse, c'est un arc-en-ciel. On n'a plus envie de choisir, et notamment cette jeune génération qui vraiment porteuse de cette tendance. Voilà, un effet rainbow, un effet arc-en-ciel, avec des couleurs interférentielles qui changent aussi en fonction de la température, de la lumière. Donc toute une nouvelle génération, toute une nouvelle palette, un peu mutante, un peu hybride, avec des irisations, des reflets, ou un peu trompe-l'œil, où on perd ses repères, quoi. Mais le tout est de vous emmener dans des nouveaux mondes, des nouveaux possibles. Et de vous bousculer. Alors il peut y avoir aussi des tonalités qui sont enrichies en lumière, un peu fluo, enfin voilà, donc quelque chose de très impactant visuellement, des matières incroyables. Matière, si je grossis le trait, ce serait le bois contre le métal ou avec le métal ? Le bois,
c'est pas contre, Puits de bois. c'est ou l'un ou l'autre, ou des fois l'un avec l'autre. Ce qui est intéressant, c'est aussi la fusion de ces contraires. Non, ça va être plutôt des nouvelles générations de matériaux, nouvelles générations de céramique, nouvelles générations de métaux, nouvelles générations de résine, de polymères. Donc là, on est plutôt sur l'artificiel, le synthétique. On est plutôt sur des matières étonnantes, des acryliques, le quantum stealth, qui est un espèce de plastique, si je caricature, qui quand on est... ça a une espèce de cape d'invisibilité, des propriétés un peu Harry Potter, voilà, qui diffracte la lumière et qui donne un côté un peu invisible au produit, des finitions couleur de lune, un peu comme dans Peau d'âne, voilà, des effets miroirs très 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 profonds avec des résines polyuréthane à la surface qui donnent vraiment ce côté très intriguant. Voilà, donc d'un côté aussi des matériaux 5 sens plutôt éco-conçus, plutôt biosourcés, avec une exacerbation de cette naturalité, mais quand même très, très sensible. Et puis de l'autre, à la limite, on s'en fiche un peu. Voilà, nouvelle génération de matières. Jugées peut-être moins responsables, mais elles existent. Ou en tout cas, quelquefois, elles ne sont créées que pour ce sont que des images en 3D et elles n'existent pas dans la réalité. Donc, elles peuvent être aussi très, très, très écologiques parce que justement, on ne les matérialise pas. Et il y a un peu 2 générations, non, dans cette tendance? Il y a 2 générations. Comment on s'y retrouve quand on a 50, 60, 65 ans dans cette tendance-là? Il y a des boomers, il y a des générations X qui apprivoisent les outils digitaux et qui ont envie aussi de s'amuser. C'est plus une question d'état d'esprit. Mais c'est vrai que ces nouvelles sensibilités digitales, numériques, elles sont plus proches des habitudes des générations qui sont nées avec la disruption technologique. Donc la génération alpha, la génération Z, les millennials. C'est vrai que c'est un peu plus complexe à aborder pour les X, les boomers, les plus âgés, mais comme tout est très intuitif, il y a une volonté d'apprivoiser. Et alors c'est marrant parce que ce sont aussi des tendances qui réconcilient les générations. Souvent, cette tendance à l'hypersensibilité avec des matières naturelles, c'est quand on commence à avoir une certaine expérience, une certaine maturité, on veut du beau, de la qualité, on veut donner du sens à sa consommation. Souvent, d'ailleurs, quand il y a un enfant qui arrive, on essaye d'être un peu moins inconstant et un peu plus raisonnable. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, on ait envie d'un petit grain de folie, de se frotter à des nouveaux mondes, aller sur des réseaux sociaux en s'avatarisant. Enfin, voilà. Et pareil, de l'autre côté, des Gen Z qui, de temps en temps, ont envie de produits qui font appel qui font référence à la maturité, à l'expérience, au savoir, à la connaissance, à l'autorité. Et au temps suspendu. Donc il y a plus une espèce d'opposition entre le slow et le fast. D'un côté, des pratiques ou des esthétiques sur le long terme, c'est plus posé, c'est plus temps suspendu, versus des images qui apparaissent, disparaissent, des produits plus pop, plus éphémères, voilà, qui sont plus surprenants, plus divertissants. Mais c'est parce que ça vient de pratiques sociales un peu différentes, quoi, des attentes différentes. Ouais. Ok, merci beaucoup Vincent, c'est toujours très enrichissant de vous écouter. Merci. Je vous emmène sur le podium de Future on Stage, qui est un nouveau tremplin pour les jeunes entreprises créatives. Maison et Objets a réuni 6 jurés qui ont voté pour 3 marques lauréates, qui sont donc mises sur le devant de la scène. Et j'avais envie de vous présenter en particulier Jérémy Trière, qui a cofondé Pierre Plume. Pierre Plume sont des matériaux acoustiques en textile recyclé pour l'architecture et le design. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce matériau en textile recyclé ? Oui, bien sûr. Alors Pierre Plume, c'est un matériau acoustique en textile recyclé. Nous, on travaille sur la filière du recyclage textile pour créer des matériaux qui soient esthétiques et acoustiques, donc techniques,
en usage intérieur notamment. Donc ça se colle au mur ou ça peut aussi se suspendre. On peut créer du mobilier. C'est vraiment une matière à création pour tous les designers, architectes, pour qu'ils s'en emparent et pour qu'ils créent de nouvelles choses avec. Donc on travaille sur principalement des chutes de production. Donc c'est les chutes qui sont générées au moment de la confection de l'habillement, de l'ameublement, de tapis, etc. Donc ça génère beaucoup de déchets qui sont des gisements qui sont stables et homogènes en termes de couleurs. Ce qui va nous permettre de venir faire nos petites recettes, de venir prendre les couleurs qui nous intéressent, de les mélanger entre elles pour proposer des panneaux qui soient vraiment maîtrisés en termes de couleurs pour un effet assez fin esthétiquement. Et pierre plume parce que ça se rapproche de la pierre souvent dans l'effet un petit peu de ces panneaux. Donc là on a la collection qu'on présente, la collection pierre plume avec le bleu ardoise, le gris granit, le blanc marbre et le blanc calcaire. Vous voyez, ça fait écho un petit peu à cet effet un peu pétrifié de la pierre. Mais acoustique, ça veut dire quoi ? On va s'en servir pour quoi ? Alors c'est acoustique, c'est absorbant acoustique, c'est-à-dire qu'on va principalement l'utiliser dans tous les espaces qui génèrent du bruit et qui sont assez inconfortables. Par exemple les espaces de travail, les espaces de restauration, où on va avoir beaucoup de brouhaha, beaucoup de gens qui parlent, pour assourdir ce son et avoir un environnement beaucoup plus feutré, beaucoup plus agréable à vivre et confortable. Oui, d'accord, mais les panneaux, donc ils sont assez esthétiques pour pouvoir par exemple directement les mettre sur les murs ou on doit les recouvrir ? Non, ils ont un aspect du coup des couleurs qui sont maîtrisées d'une gamme à l'autre et non, ils sont visibles. C'est un matériau de finition. Donc soit on peut utiliser les grands panneaux qu'on produit, donc qui sont comme format maximum de 2 mètres par 1 mètre. Donc ça fait des grandes surfaces qu'on peut directement coller au mur. Soit on peut découper des formes, des calpinages particuliers qui seront sur mesure par rapport au projet, qui feront écho peut-être au calpinage du carrelage à côté ou à d'autres matériaux qu'on retrouve sur le projet. On peut vraiment ensuite le personnaliser. Et comment ça vous est venu cette idée de créer un matériau acoustique ? Alors ça fait 10 ans qu'on travaille sur le recyclage textile. L'idée c'était vraiment, en tant que designer, on a vu qu'il y avait cette ressource en fait, tout ce textile qui était jeté et qui était une matière qui n'était pas valorisée, en tout cas pas sur l'aspect esthétique. C'est-à-dire que souvent le recyclage textile, on en fait du rembourrage, on en fait des matériaux qui sont cachés. Et nous, on voulait vraiment exploiter le côté esthétique de cette fibre pour créer un matériau qui soit beau, en fait, tout simplement. Et donc, ça a été assez long comme travail pour trouver les gisements, pour vérifier qu'ils soient suffisamment stables et homogènes, pour avoir aussi un matériau qui soit durable et qui se tienne bien dans le temps. Donc voilà, c'est l'aboutissement aujourd'hui de plusieurs années de travail, de recherche, et on est très content d'enfin... Et qui est récompensé. Et oui, à maison et tout à objet. fait, voilà, Ouais. C'est ça. On est exposé cette année, donc on est vraiment très heureux d'être là. C'est vraiment pour nous aussi l'occasion d'enfin pouvoir montrer au grand public et surtout aux professionnels notre travail et cet aboutissement-là par ce matériau, et d'avoir des retours aussi. C'est très important de voir un petit peu aussi ce qu'on peut améliorer, vers quoi on peut aller dans le développement aussi. Donc là, on travaille au développement de nouvelles teintes, de nouvelles couleurs. Et c'est super d'avoir ces retours-là en direct. Oui, parce que je précise, en plus le podcast il est beaucoup écouté par des architectes et par des particuliers. Ce sont plutôt les professionnels qui pourront acheter vos produits dans un premier temps ou n'importe qui. C'est vrai que c'est plutôt les architectes et les designers qui pour l'instant font appel à nous, mais il n'y a absolument aucun souci pour s'adresser en direct à des particuliers. Voilà, c'est plus après dans la pause où il faut s'entourer d'un artisan qui puisse découper et poser le matériau de manière correctement. Donc ça, on peut aussi donner des contacts si les particuliers n'ont pas ces contacts-là auprès d'eux. Ok, super. Et ben merci beaucoup. Merci et beaucoup. Bravo, merci. Maintenant, on va rencontrer Camille de Villartais qui a créé Tapis Chéri. Alors, je connaissais pas du tout. Ceci dit, c'est une très jeune marque aussi. En fait, Camille m'a écrit sur Instagram pour me dire de ne pas hésiter à passer sur son stand qui fait des tapis sur mesure, selon nos goûts et nos envies. Alors, je suis allée voir de plus près. Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, quand est-ce que vous avez créé Tapis Chéri ? J'ai créé Tapis Chéri en mai, cette année. Ouais. Et ça fait 1 an que je pensais à l'idée et que j'ai préparé tout le concept, l'image de marque, etc.
Et comment vous avez eu cette idée? J'ai eu cette idée parce que... génial, quand même. Merci beaucoup. J'ai cherché des tapis pour moi-même il y a 2 ans. Lorsque j'ai déménagé, j'avais jamais acheté de tapis de ma vie et j'ai pas trouvé. J'ai fait un benchmark de folie. C'était soit trop grand, trop cher, les couleurs n'allaient pas. Et je me suis dit, je vais dessiner mes propres tapis à mon goût et les faire produire par une usine que je connaissais. Et à force d'entendre les gens me dire, ils sont top tes tapis, je galère, où est-ce que tu les as trouvés, etc. L'idée a commencé à germer et mon cher mari m'a dit, mais vas-y, lance-toi, crée ta marque. Voilà, c'est comme ça que Alors, ça a commencé. qu'est-ce que vous proposez? Donc, on vient chez vous et on peut créer vraiment un tapis sur mesure? On peut créer un tapis à partir de rien, c'est-à-dire que vous avez une envie, un mot-clé, un univers qui vous plaît, vous me le donnez, je vous fais des propositions de design, on choisit les couleurs ensemble. L'idéal, c'est que je vienne chez vous pour qu'on choisisse au mieux les couleurs assorties à votre intérieur, ou pas d'ailleurs, en fait, on fait vraiment ce que vous voulez. Donc je peux partir soit d'un mot, j'ai dit, d'une idée, d'une ambiance, d'une photo, d'un croquis, si vous avez envie de faire un croquis. Tout est possible en fait. Et je m'imbibe de votre esprit, de votre univers pour créer quelque chose qui vous ressemble et qui sera unique et entièrement personnalisé, évidemment. On peut vraiment tout faire, toutes les dimensions, toutes les couleurs, toutes les formes, ou j'exagère? On peut tout faire, on n'a pas de minimum de taille, le maximum c'est 5x8, donc ça laisse pas mal de marge de manœuvre. En termes de forme, pareil, on fait ce qu'on veut, on peut faire des découpes, des trous dans les tapis, enfin vraiment tout est possible. Les épaisseurs aussi, on peut jouer sur les différentes épaisseurs, on peut creuser des motifs, on peut mélanger des matières. J'ai 2 différentes qualités de laine, j'ai de la soie végétale. Et qu'est-ce qui me manque? C'était forme, j'ai dit matière, couleur. Et les couleurs, j'ai un nuancier de 140 couleurs de laine et de 70 couleurs de soie végétale. Génial. Et vous faites fabriquer où? C'est fabriqué en Europe du Nord par une usine, une petite usine familiale avec un savoir-faire assez inégalé. En fait, c'est du hand tuft, comme ils disent. Voilà, donc c'est vraiment une technique assez ancestrale en fait, qu'on retrouve maintenant beaucoup sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à tufter chez eux. Je trouve ça génial. Et c'est fascinant à voir. Enfin, c'est vraiment un procédé hypnotisant à regarder. Et le délai? Le délai, c'est 5 semaines. Il y a 4 semaines pour la production et 1 semaine d'expédition. Canon. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci. Avec plaisir. On revient un peu sur les tendances avec Clémence et Anne-Marie du bureau de style Le Nombril. Vous les connaissez si vous écoutiez le podcast l'année dernière, car ensemble on faisait Fresh, l'émission qui décryptait chaque mois une tendance déco. Cette fois, elles partagent avec nous ce qu'elles ont vu au salon. Salut Clémence. Salut Hortense. Alors dis-moi, quelles sont les grandes, les tendances, les coups de cœur, ce que vous avez repéré pour cette rentrée? Alors, écoute, pour cette rentrée, déjà là, ce que je vais te donner comme exemple, ça sera plus particulièrement Maison Objet, pour commencer. Écoute, on n'est pas dans une époque super fun, voilà, ça peut paraître elle peut paraître même un peu déprimante en ce moment. Et en fait, on a besoin d'aller vers quelque chose de positif, quelque chose de vraiment joyeux. Et c'est vrai que ces dernières saisons, c'était vraiment tourné sur le retour aux sources, sur la nature originelle. Il y avait quand même un aspect assez brut, assez rugueux. Et là, on a vraiment besoin de se recentrer sur soi-même, de retrouver un peu son côté humain. Et il y a un mot, je trouve, qui est très important cette rentrée, c'est le mot sens. D'une part, c'est donner du sens à ce qu'on produit, à ce qu'on fait. Et aussi ce besoin de ressentir en fait les 5 sens, quoi. Ça va aussi se traduire par un besoin de s'échapper de ce monde pas facile vers un monde qui est merveilleux, un monde enchanté, un monde ultra sensoriel, voire utopique, une sorte de nouveau paradis. Donc je vais essayer d'être assez concrète pour illustrer cette tendance. Je vais déjà ne pas te parler du métaverse de tous les nouveaux artistes 3D. Bon, ça c'est une partie de cette tendance. Voilà, je vais être plus concret. Et pour commencer, je vais te parler de l'expérience Réminiscence qui était all set au salon Maison Objet et qui a été faite par Atem, qui était vraiment sur l'essence et en fait, t'as vraiment l'impression nous, c'est la sensation qu'on a eue de rentrer dans une sorte de paradis, de quitter la Terre et de rentrer dans une sorte de monde parallèle. Il y a un côté très mystique. Moi, ça m'a fait penser presque au mont Olympe, tu vois, ce côté, vraiment issu de la mythologie. On n'est pas dans un mystique du tout dark comme ça a pu être le cas.
Là, il y avait beaucoup de choses autour des sorcières, des planètes, des astres, quelque chose d'assez sombre et d'assez mystique. Là, on est dans un mystique beaucoup plus, on va dire, positif, joyeux, voire céleste. T'as l'impression de rentrer dans des nuages, t'as beaucoup de pastels, c'est des coloris très issus de l'aube, moi, qui me font penser à l'aube. Des violines, des roses, des jaunes, des tons assez lumineux en fait. Et finalement, moi, ça m'évoque vraiment une envie de s'élever, une envie de légèreté, voilà, de quelque chose de très positif. Alors après, en mobilier, ça va se traduire par des formes très pleines, très rondes, voire régressives, avec des formes de nuages, des ondulations, une géométrie très douce. On sort un peu, tu vois, de toutes ces matières qui étaient très rugueuses, bougées, brutes. Et finalement, je trouve que les créateurs ont vraiment joué la carte de la sensorialité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touchés qui sont polis, qui sont doux, voire veloutés. T'as vraiment envie il y a pas du tout d'angle des arêtes, voilà, des arêtes. C'est des angles très doux et voilà, il y a vraiment un travail de la matière dans ce sens-là. Si je peux te donner des exemples, je peux te parler de Cristina Celestino et son palais exotique. Par exemple, elle a fait une table en bois pastel avec les pieds qui forment des ondulations. Sinon, on a eu un coup de cœur pour la marque Gio Bagnara, qui a fait une collaboration avec Stéphane Parmentier et qui en fait travaille des formes moulées, pleines, pareil avec des géométries très douces, et qui va entièrement les recouvrir de cuir de Suède en fait, de cuir velours. Donc ça donne vraiment un résultat très luxueux d'une part, mais aussi très étonnant et très nouveau, très nouveau. Sinon, je peux te parler aussi de la nouvelle collection de luminaires Soul chez DCW, qui a produit une série en fait, on dirait un peu des sortes de maisons imaginaires réalisées en plâtre. Donc t'as des petites maisons comme ça appliques et ce qui est assez on va dire poétique et amusant, c'est qu'ils vont te fournir des tout petits personnages que tu vas pouvoir placer dans ton applique. Et en fait, l'idée, c'est un peu de se mettre du point de vue de ce tout petit personnage et d'imaginer que t'es assis ou debout et que tu vis dans cette sorte de maison imaginaire qui en fait est une applique. Ah oui, je les ai vues, ces appliques, elles sont hyper jolies en plus. Ouais. Et tu voulais nous parler d'une autre tendance forte? La deuxième tendance, c'est la couleur bienfaitrice, la couleur thérapeutique, vraiment la couleur antidote à la crise actuelle. C'est vrai que ces dernières saisons, comme on était très axé sur la nature originelle, sur le retour aux sources, on était finalement dans des ambiances de couleurs assez neutres, des crèmes, des argiles, des bruns, des terracottas, etc. Donc c'est très joli et c'est pas fini. Mais cette rentrée, il y a un nouveau souffle en fait. Il y a vraiment une envie de jouer la couleur et de jouer la couleur vive, de jouer la couleur graphique, d'oser, de théâtraliser son intérieur. Donc là, à mes objets, c'était vraiment le fil rouge des trois forums. Moi, j'ai trouvé que le forum d'Elisabeth Le Riche était vraiment intéressant parce que pour le coup, elle avait joué des scénographies tout en color block qui étaient super bien maîtrisées, je trouve, qui étaient clairement c'est toujours les influences des années 70 voire 80 avec parfois un petit côté Memphis. Mais en fait, finalement, il y a plus ce truc d'être taxé forcément de mauvais goût. On a envie de jouer la couleur à fond et de pouvoir mixer des murs de couleurs avec des mobiliers color block, avec des textiles, avec des imprimés voilà très forts et finalement ça le fait et c'est très choc, c'est le choc des couleurs, mais en même temps c'est très dynamique, très positif. Voilà. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des associations de couleurs qui étaient super intéressantes, qui sont les violets, les oranges, des verts épinards mixés à du gold, et qui finalement auraient peut-être été un peu indigestes il y a quelques saisons, qui maintenant marchent très bien. Après,
il y a beaucoup de marques qui jouent la couleur. Moi, il y a 2 marques qui sont pas, voilà, qui sont à fond là-dedans et que je suis toujours, notamment à Maison Objet, qui sont ma poésie que tu dois connaître, qui est complètement que j'aime beaucoup, moi, qui est complètement dans cette tendance-là et qui, voilà, a une vraie maîtrise des couleurs graphiques et des motifs graphiques que j'aime beaucoup. Et puis à fond aussi là-dedans, je trouve la papeterie Papier Tigre, qui depuis sa création joue aussi toujours cette envie de jouer la couleur, quoi, la vraie couleur vive. Voilà. Et puis il y a autre chose qu'on a vu avec Anne-Marie, c'est qu'il y a un vrai engouement pour la céramique murale. Et ça, c'est toujours aussi dans cette tendance de la couleur, la couleur graphique. Il y a une vraie envie de jouer la composition de carreaux céramiques, et pas seulement dans la cuisine et la salle de bain. On a envie d'en avoir aussi dans les pièces à vivre, dans les salons, dans des fonds de bibliothèques, voire sur des terrasses. Et il y a une marque, ça fait déjà, je crois, deux saisons ou 3 saisons qu'elle est à Maison Objet et que je trouve super, qui s'appelle Viuva Lamego. Ce sont des céramiques, des carreaux de céramique portugais qui sont soit en relief, soit vraiment ils jouent des associations que nous on trouve très réussies. Voilà. Tu peux me dire le nom, j'ai pas bien compris. Viuva Lamego. Ok, super. Merci, j'ai pas eu à intervenir. Tu m'as tout dit, hyper hyper sympa à écouter. Plein de choses, mais après, on va pas faire un podcast en entier. On va s'arrêter là. On s'en reparlera, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Clémence. Ciao. On quitte Maison et Objets, où il y avait énormément d'autres choses évidemment, pour se rendre en ville, comme on dit pour la Paris Design Week. L'un des événements, c'était l'expo Design Capsule, orchestrée par Jean-Christophe Camuset pour le L Décoration. Alors personne ne peut ou ne va échapper au monde métaverse, qui est un monde virtuel, et aux NFT, qui sont des objets numériques. Donc Jean-Christophe a eu l'idée de se faire rencontrer 16 architectes ou designers avec des artistes numériques, des pointures aussi dans leur milieu, afin qu'ils créent ensemble 16 projets ou objets. Alors ça peut paraître un peu perché, dit comme ça, surtout quand on n'y connaît rien, mais moi je vous mets à l'aise, j'y connais rien encore. Il faut que je me penche vraiment sur ce sujet. Mais j'ai écouté très attentivement Jean-Christophe qui nous explique tout ça super bien. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Hortense. Alors, tu as fait la curation pour cette opération Design Capsule. On va commencer par le début, quelle est l'origine du projet ? Comment t'es venue cette idée ? C'est pour vraiment mettre en avant ce monde virtuel qui va vraiment débouler dans nos vies ? Alors oui, effectivement, moi je suis journaliste en design et en technologie depuis bien longtemps maintenant. Et j'ai vu arriver les NFT, le crypto art, tous ces nouveaux mouvements artistiques qui émergeaient. Et puis les métaverses, tout ça, et je voyais le luxe, la mode, l'art qui basculait dans les NFT, et puis les designers, ils semblaient assez réticents à y aller, donc je me suis dit que pour faciliter le rapprochement de ces deux mondes, j'allais créer des collaborations entre un architecte ou designer et un artiste numérique, comme ça pour que leurs univers se télescopent, que leurs expériences se télescopent et que ça crée que créativement il y a quelque chose qui sort de tout ça et que ça enrichisse leur pratique à tous les deux. Dans le monde de la déco, du design, il n'y avait pas encore du tout de projets comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'archis ou de designers qui avaient travaillé sur des NFT. Alors très très peu. Il y a une star entre guillemets qui s'appelle Andrés Reisinger, qui est plutôt un designer, qui avait créé des meubles virtuels, qu'il a rendu très cher au printemps 2021 et qu'il a fait ensuite fabriquer par la galerie Nilufar à Milan. Mais en dehors de lui, il manquait, et puis il y avait une certaine réticence des architectes et designers à aller vers des mondes complètement virtuels. Eux, leur métier est fait de contraintes, les contraintes de matériaux, les contraintes de gravitation, les contraintes de commande, de prix. Et là, du coup, on s'affranchit totalement de ça et ça leur semblait un peu étrange à tous. Il a fallu les convaincre, leur comprendre qu'ils avaient quelque chose à gagner dans leur créativité en allant vers ce monde-là. Oui, parce que alors, comment tu as
comment t'as travaillé? C'est toi qui as formé les duos? Parce qu'à chaque fois, c'est ça, c'est un duo. Il y a un architecte ou un designer avec un... Comment ça s'appelle d'ailleurs? Je dirais un artiste numérique, parce que ça recouvre en fait plein de réalités différentes. Il y a beaucoup d'architectes 3D, donc des gens qui sont spécialisés dans la création de maisons virtuelles ou d'environnements virtuels. Mais il y a aussi des spécialistes de l'intelligence artificielle, comme Paul Mougineau et son collectif Aurès Vétier, ou des gens qui font de l'art génératif, une nouvelle forme d'art qui est née des algorithmes. Donc je trouvais ça très passionnant. Je trouvais que ce mouvement général assez passionnant, et je trouvais qu'il y avait quelque chose que les architectes et designers avaient quelque chose à gagner, à se confronter à ces artistes-là. Donc, tu as formé les duos ou est-ce que La plupart du temps, oui, c'est moi qui ai formé les duos. Donc j'ai convaincu d'abord les architectes et designers, demandant si ça les intéressait. Ils avaient plein de questions sur la virtualité, sur l'impact écologique. C'est des vraies questions auxquelles il a fallu répondre. Et puis après, j'ai trouvé les artistes numériques, et quand je voyais que leurs univers allaient pouvoir matcher, je les ai mis ensemble, et je suis assez fier parce que dans la plupart des cas, ça a bien fonctionné. Alors, comment ils ont travaillé et qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, comment ils ont travaillé? Alors, chacun de leur façon. Après, je les ai laissés très libres dans leur création. Je voulais juste que leurs univers s'entremêlent et qu'ils créent une collection de NFT, donc d'œuvres virtuelles. Alors, ils ont tous travaillé sur des choses différentes, certains sur des meubles, certains sur des environnements, certains sur des images, et certains sur des objets 3D. Parce que derrière la problématique qui me semble importante dans ce cas-là, c'est... On sait que les métavers sont une réalité qui va émerger. Pour l'instant, c'est réservé à quelques geeks et à gamers. Mais toutes les grandes firmes de la tech investissent énormément d'argent dans ce secteur-là. Ça va être de plus en plus beau, ça va être de plus en plus immersif. Et on va vraiment pousser les gens à aller de plus en plus dans cette direction. Donc, il y a deux possibilités. Soit on décide que les gens de la Silicon Valley vont décider, eux, à quoi ça va ressembler. Et on a vu ce que ça donnait avec Mark Zuckerberg et son métaverse en France. Là, c'est cette image ridicule. Soit on considère que les architectes et designers, ils ont leur mot à dire, ils savent faire en sorte que les gens se sentent bien dans un univers, qu'il soit réel ou virtuel. C'est la même chose pour moi. Donc tous, ils ont poussé la recherche dans cette direction-là. Comment faire en sorte que ces univers virtuels, ils soient beaux, agréables, et que les gens s'y sentent bien. Et c'est ça, qu'est-ce qu'un archi peut apporter dans ce monde-là du métaverse? Son sens des proportions, son sens de la lumière, son sens des couleurs. Il y a plein de choses qu'il peut transposer. Alors effectivement, pas encore les textures, pas encore le confort, bien entendu, mais ça arrivera peut-être, et des interfaces de plus en plus évoluées qui vont arriver pour appréhender les métavers, notamment ce qu'on appelle les interfaces haptiques, qu'il faut ressentir du toucher. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir aussi émerger dans les années à venir. Alors, sont nés 16 produits ou projets qu'on peut voir cette semaine. Et finalement, après, ils vont être quoi? Ils vont être vendus, ils vont exister en vrai. Et d'ailleurs, il y en a pour certains qui ont été fabriqués. Alors, effectivement, ces 16 projets sont exposés aux Archives nationales dans le Marais jusqu'au 19 septembre, dans une scénographie de Sam Baron. C'est un lieu magnifique, un lieu très grand siècle, et donc on joue du contraste entre les œuvres proposées qui sont sur la décoration du futur, et puis ce cadre ultra classique. Et au-delà, donc l'idée c'est aussi de vendre ces pièces sur une plateforme qui s'appelle Super Rare, qui est une des plateformes les plus réputées dans le monde pour les NFT. Et cette plateforme nous a confié une galerie permanente à gérer, donc qui va s'appeler Design Capsule, avec un 3 à la place du E pour rappeler le Web 3 dans lequel on s'inscrit. Et donc voilà, donc sur cette galerie, on pourra acheter sous forme de NFT à la fois les œuvres virtuelles, et aussi pour ceux qui ont fabriqué des œuvres réelles, parce que la moitié des collaborations ont abouti sur une œuvre réelle, on pourra aussi les acheter par ce biais-là. Et ils ont mis combien de temps à créer une œuvre? Est-ce que c'est un énorme travail qu'on se rende compte ou... Alors, il y a eu un énorme investissement de tous les participants. Tous ont pris la chose vraiment à cœur et sont vraiment investis. Une fois qu'ils sont partis, ils sont vraiment investis à fond là-dedans, parce qu'ils ont vu tout ce que ça pouvait leur apporter. Aux deux en fait, parce que les créateurs réels entre guillemets, eux, ils ont beaucoup à développer leur créativité par ce biais-là. Et puis les créateurs virtuels, ils étaient très demandeurs de fabriquer des objets physiques, de se rapprocher de ce monde physique. Donc il y a eu un vrai échange dans les deux cas. Et voilà, je trouve que le résultat est très chouette et très différent. Est-ce que tu as un projet préféré?
Alors, je peux malheureusement pas en citer un parce que je peux fâcher avec personne. Non, mais en fait, ils sont tous très différents, donc je peux pas dire que j'en ai un parce qu'il y a une grande complémentarité. Et c'est ce que j'aime dans cette exposition, c'est la complémentarité entre les propositions qu'ont faites les différentes collaborations. Alors, toi, tu es donc le curateur au nom du LDECO. LDECO, à la base, c'est la presse papier. On s'attend pas forcément à ce que ce soit un magazine qui se positionne sur un projet si innovant. Vous voulez renvoyer quel message avec cette déjà, expo ? dans l'ADN de L-Décoration, il y a toujours eu le design et l'art. C'est quelque chose vraiment de très important dans l'ADN du magazine. Ensuite, on considère, nous, on est un média, on est un médium, on a un rôle de passeur à faire, et on considère qu'on est dans notre rôle que de rapprocher des univers qui nous sont proches. Voilà, c'était juste un constat pour moi à l'automne dernier de voir que deux mondes ne se communiquaient pas, mais avaient pourtant beaucoup à gagner à se rencontrer. Et ben voilà, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, c'est notre. Ça fait partie des nouveaux développements de la presse. Comment dire ? La blockchain et les technologies Web3, ça va bouleverser le monde. Enfin, moi, j'en suis intimement persuadé. Les NFT, s'en fait partie. Les métavers, s'en fait partie aussi. Donc, il faut qu'on appréhende ce mouvement. Peut-être qu'on n'a pas su assez bien appréhender le Web 1 donc qui est celui des sites web et le Web 2 qui est celui des réseaux sociaux. Je pense qu'on y a beaucoup perdu et que là, on a l'occasion de rebattre les cartes et d'avoir un rôle à jouer qui sera plus important. Et voilà, on a plein de choses à développer dans ce secteur-là. Bon, super. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Avec plaisir, Hortense. Merci. Rendez-vous cette fois chez Schumacher avec Dorothée Charlet, qui est la directrice générale France. J'ai découvert Schumacher dans la galerie de Laura Gonzalez, parce qu'elle travaille beaucoup avec leurs tissus. Et il s'avère, oui, parce que Schumacher est donc éditeur, et il s'avère qu'ils viennent d'ouvrir leur premier showroom en France. C'est donc un éditeur américain que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui existe depuis 133 ans. Donc c'était quand même l'occasion de faire les présentations. Bonjour Dorothée, donc nous sommes dans le nouveau showroom Schumacher. On dit Schumacher, on dit oui, bien comme absolument, ça. absolument. Pas Schumacher. Non, pas Schumacher, pas Schumacher. Schumacher, il s'appelait Frédéric Schumacher. C'était un Français qui est parti aux États-Unis il y a 133 ans. Ah, c'était un Français. Oui, absolument. C'était un Français d'origine alsacienne qui habitait en banlieue parisienne et qui, en 1889, donc 1889, on se rappelle la Tour Eiffel, l'exposition universelle. À ce moment-là, il a décidé de prendre un bateau, partir à New York. Il s'était installé sur la 5e avenue, a ouvert une boutique. 10 ans après son installation, a été le fournisseur incontournable de tous les plus beaux tissus européens auprès des décorateurs. Oui, parce que vous installez là, aujourd'hui, c'est demain, je crois, l'ouverture à Paris. Mais donc, vous avez bien 133 ans, vous êtes une marque historique. On est une marque historique, on est une marque américaine, on a 133 ans et on a mis 133 ans à revenir en France. Donc, c'est finalement un retour aux sources de cette maison américaine. On est très fiers d'être américains. C'est une entreprise familiale, 100% familiale. Frédéric Schumacher a légué à ses neveux et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, on en est à la 5e génération. Et nous nous installons au 9 rue Jacob. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'on trouve dans le showroom ? On trouve on va textiles, trouver évidemment. L'univers qui est notre cœur de métier, qui sont les tissus et des papiers peints et des tapis. On a aussi de la passementerie, beaucoup de solutions de passementerie. Nous avons en collection 13 000 références de tissus et de papiers peints. On lance des collections tous les mois. Et en plus de ce cœur de métier, puisque c'est la première fois que Schumacher ouvre pignon sur rue dans le monde, on a un univers lifestyle qu'on propose aux particuliers et aux professionnels à leur entrée dans notre showroom. Ce qui est rare chez les éditeurs, parfois c'est réservé aux professionnels et vous, les particuliers, peuvent venir directement même acheter des produits ? Absolument, absolument. Dans les produits, on a des produits que nous avons en collection, des coussins, des paniers, du mobilier. Et on a aussi été chiné à travers le monde des pièces uniques d'artisans américains, d'artisans anglais, italiens, mexicains, et qu'on présente en pièces uniques, donc à emporter, des ventes à emporter, qui permettent de donner qui est l'œil de Schumacher sur le design, sur des inspirations. Et voilà, avant de rentrer dans notre univers de tissus et de papier peint. Comment vous décririez l'univers ? Vos inspirations, elles sont variées, j'imagine, sur 13 000 références. Absolument, elles sont très variées et elles sont très colorées.
notre univers, on est connu pour être coloré, on est connu pour notre rouge qui est très particulier, notre jaune, notre bleu, pour nos rayures, en plus de toutes les créations d'imprimés qu'on a fait. On a des designers fantastiques qui ont dessiné pour nous. On a travaillé avec Joseph Franck, on a travaillé avec Paul Poiret. Tous les mois, on lance des collections où on s'associe avec des artistes, des artisans du monde entier, et ce qui nous permet de lancer des collections tous les ans. Et il y a des motifs iconiques aussi. Je crois que j'ai vu sur un dossier de presse, vous parliez de Jackie Kennedy. Non, il y a des tissus comme ça qui sont... Absolument. Jackie Kennedy... C'est la minute people, mais on aime bien oui, non, toujours... mais il en faut. Alors là, il y a Jackie Kennedy, effectivement, dans la chambre bleue, qui est une pièce à la Maison Blanche. Elle avait fait dessiner par Schumacher des lampas sur fond bleu, des lampas dorées sur fond bleu, et qui a décoré pendant toute sa durée là-bas la chambre bleue, ce qu'on appelait la chambre bleue. Et l'autre, si on continue dans le people, nous avons le papier peint que vous voyez dans Autant en emporte le vent quand Scarlett O'Hara descend les marches de Tara. C'est aussi des papiers peints Schumacher. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, et puis bonne rentrée alors. Merci Hortense. The Conran Shop accueille la galerie Perrotin pour un pop-up dans son magasin. C'est jusqu'à fin octobre. Alors la galerie Perrotin, c'est l'une des plus prestigieuses galeries d'art contemporain qui est présente à Paris, mais aussi à Hong Kong, New York, Séoul, etc., qui représente plein d'artistes, qui participent à une vingtaine de foires, bref. En parallèle, elle développe depuis quelques années des produits en son nom autour des artistes de la galerie. Et ce sont ces éditions qui sont présentées au Conran Shop. Et c'est Raphaëlle Pinoncelli, qui est la directrice des éditions à la galerie Perrotin, qui va nous en parler. Bonjour Hortense. Est-ce que avant tout, vous pouvez nous dire quelques mots sur les éditions de la galerie Perrotin? Alors les éditions, les livres, c'est une volonté d'Emmanuel depuis toujours d'avoir laissé un espace, un vrai espace dans ses galeries, aux livres, aux éditions en général. Il a toujours développé et créé des librairies dans toutes ces galeries. Ici à Paris, il y en a une à New York, à Tokyo, ou alors ça peut être sous forme de pop-up. Il y a vraiment cette volonté d'accompagner le travail de ces artistes avec des éditions et de toucher un public plus large aussi, qui puisse repartir avec un livre, avec un souvenir de l'exposition qu'il a vue. C'est quelque chose qu'il a toujours mis en avant et qui compte beaucoup pour lui. Et qu'est-ce qu'on appelle édition, en fait, concrètement ? Alors les éditions, ça comprend évidemment les livres, des monographies, donc des livres de nos artistes, des prints, des lithographies, des objets en édition limitée, des éditions d'artistes, des t-shirts. C'est très vaste. Il a vraiment créé ces éditions il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et là, il a depuis un peu plus de 3 ans, et il y a eu au sein de la galerie une équipe vraiment dédiée aux éditions. Donc on va dire que c'est les livres qu'il a édités ou publiés tout d'abord. Il a créé une maison d'édition. Et quand on développe des objets avec les artistes, on fait attention à ce que ça ait toujours du sens avec le travail de l'artiste, et pas de faire juste un objet comme ça en plus de tous les objets qu'on a aujourd'hui. On attache une grande importance à la qualité, bien sûr, à la réalisation, à la production, à toutes les étapes de la production. Et l'idée, c'est que dans quelques années, on se dise « Ah oui, mais moi, c'est telle édition que je recherche, voilà, de telle année. » Voilà, il y a un vrai souci de développer quelque chose dans le temps. Tout ça en relation très étroite avec nos artistes. Et d'une certaine manière, c'est, par exemple, des lithographies. Ça permet aussi de toucher un public qui peut s'offrir une lithographie ou qui peut s'offrir une affiche, de toucher un public plus large et de, pourquoi pas, créer des vocations, enfin en tout cas des envies de collectionner plus tard. Alors au Conran, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant ? Alors au Conran, on a mis en avant essentiellement nos éditions, principalement, avec
de nombreux de nos artistes qui ont des sensibilités différentes. En fait, la galerie, il y a vraiment une ligne très éclectique qui la représente et qui fait sa richesse. Et on a présenté des livres, des objets, mais même des petits porte-clés très joliment faits avec un artiste, par exemple, avec Izumi Kato. Enfin, c'est très vaste pour montrer en fait vraiment toute la richesse de nos éditions. Et on présente aussi dans les vitrines des œuvres. Donc là, c'est vraiment des œuvres uniques de la galerie. C'était aussi montrer que voilà, on est une galerie d'abord et aussi on a des éditions. Mais c'était bien de montrer, de pouvoir avoir ces œuvres en vente. Elles sont en vente, bien sûr, dans les vitrines du Conran. On a lié un peu avec le Conran, avec des fauteuils iconiques ou qui viennent de sortir. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, en travaillant avec l'équipe du Conran, il y a des similitudes entre Terence Conran et Emmanuel Perrotin. Emmanuel, il a créé cette collection, par exemple, d'affiches, vraiment pour que c'est l'art pour tous. Donc, on peut partir avec un souvenir, avec une affiche, avec un livre, avec un objet. Et Terence Conran, quand il a créé ses premières boutiques au Habitat, c'était le design pour tous. On pouvait rentrer, ce qui aujourd'hui nous paraît très naturel, mais qui n'était pas à l'époque. On pouvait rentrer dans ces magasins et repartir avec une chaise comme ça. Donc en fait, c'était intéressant de voir qu'il y avait cette même volonté, ce même souci de s'ouvrir à une large audience. Oui, j'allais vous dire pourquoi le Conran Shop, mais vous avez finalement répondu un peu à la question. Et ouais. Deuxième question encore, c'est l'idée d'un peu de démocratiser l'art, et vous y avez répondu aussi. Exactement. C'est un vrai... c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est quelque chose d'important, comme je disais, pour Emmanuel Perrotin, depuis vraiment toujours d'accompagner en fait ces artistes aussi en les mettant d'une certaine manière en contact, en tout cas en les rendant accessibles et disponibles pour tout le monde. Ok, et merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à vous, Hortense. Autre événement à la Monnaie de Paris, cette fois, l'exposition Psychanalyse d'un meuble à 4 pattes. L'ameublement français, qui est une organisation professionnelle qui rassemble 380 entreprises, a fait appel à Vincent Darré pour raconter l'histoire des métiers d'art et des métiers rares, on pourrait dire. Des maisons qui travaillent le crin, le bois, le fil d'or, qui représentent l'excellence française et que Vincent Darré a sorti de leur atelier pour mettre en valeur leur savoir-faire. C'était l'heure du cocktail, le jour du vernissage, mais avec Martin Pietri, président de l'ameublement français, ils ont accepté de nous parler de cette expo hors norme. Alors l'idée, qu'est-ce que c'était en fait? C'était de faire découvrir au microscope l'ingéniosité de l'artisanat français? C'est tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est de montrer dans une maison qui est la Monnaie de Paris, qui est déjà en elle-même une magnifique manufacture, le travail, l'ingéniosité, la précision, la créativité, les savoir-faire de maisons françaises de haute facture, de montrer que Paris est non seulement la capitale de la haute couture, mais aussi la capitale de la haute facture et d'un artisanat séculaire, mais qui sait tout le temps se renouveler. Alors pourquoi avoir fait appel à Vincent Darré? On se demande. Ils avaient besoin d'un fou, comme évidemment c'est la psychanalyse d'un meuble à 4 pattes. Je crois que Martin Pietri a fait appel à moi parce qu'on voulait donner un œil différent sur l'artisanat. Et en fait, j'ai fait, ça, c'est comme un labyrinthe, comme un cabinet de curiosité, mais aussi c'est exposé comme de l'art, comme des tableaux, dans des natures mortes, où tous les artisans ont fait des objets en 3 dimensions. On est toujours habitué à voir les lacs sur du plat. Et là, j'ai demandé qu'ils me fassent des prismes, des étoiles, des octogones. Et si bien que c'est une autre manière de découvrir l'artisanat dans la création. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'artisans sont devenus des designers dans les années 30. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que la limite entre l'art et l'artisanat français sont très très proches. Donc c'est un hommage et en même temps, c'est aussi un voyage. Parce qu'il y a, comme vous disiez au microscope, c'est l'idée qu'on est en train d'analyser comme des insectes toutes les ailes de l'artisanat.
Vous voulez compléter quelque chose ? Non, juste pour dire qu'effectivement, on voulait rentrer dans l'univers de Vincent, que Vincent nous emmène dans son univers, dans sa créativité. Je crois que ça, c'était quelque chose de très important. Et puis, il y a toujours un regard bienveillant et espiègle qui nous a transportés dans quelque chose de vraiment... psychanalytique, métaphorique, vraiment un voyage incroyable. Oui, parce que le titre de l'expo, rappelez-le, imprononçable. Alors, le titre de l'expo, c'est la psychanalyse d'un meuble à 4 pattes. Et vous verrez, toutes les vitrines ont des petites pattes. Et en fait, c'est vraiment l'idée il y a ce fameux lit, parce que ce qui est incroyable, c'est que ceux qui font des lits français... Le lit national. Le lit national... d'habitude, on ne comprend pas pourquoi le lit national fait partie des artisans, mais là, on voit tout le processus de fabrication du début avec les ressorts tout attachés avec des cordes à la main, la laine, et dans chaque petit corner, c'est bête de dire ce mot, où on trouve chacun avec aussi... C'est ce qui est merveilleux de l'artisanat français, c'est que ce sont des gestes immuables et qui sont répétés depuis toujours. Et j'ai mis beaucoup d'instruments parce que je trouvais ça intéressant qu'on voit quels sont les instruments qu'ils utilisent. Mais tout ça est présenté comme des natures mortes avec des mélanges un peu à la Chirico. Il y a beaucoup d'hommages, il y a Vasarely pour les couleurs pop, il y a évidemment Chirico. Et il y a cet artiste qui travaillait les tapisseries, qui fait des araignées, j'ai un trou de mémoire. Louise Bourgeois, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que Louise Bourgeois, ses parents avaient un magasin Boulevard Saint-Germain de tapisserie. Et c'est pour ça qu'elle avait fait ces têtes que j'ai fait un hommage avec des têtes en tapisserie. Voilà, vraiment l'idée, c'est de se plonger, c'est presque une féerie. Dernière question, parce que j'ai bien aimé votre phrase. Vous disiez tout à l'heure, les artisans aident les artistes dans leur travail, les soutiennent. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Je veux dire qu'en fait, on pense que l'artisanat, on va avoir un artisan, on lui demande quelque chose. Mais il apporte, en fait, c'est vraiment un travail à 4 mains. On va avoir un artisan et il surpasse votre idée et avec son savoir-faire, il le réinvente encore. Et il vous ouvre en fait des dimensions dont on n'avait pas idée, parce qu'on arrive, on dit « Ah oui, je voudrais un truc en laque doré, comme ça. » Il dit « Ah mais attends, il y a différentes laques, il y a la laque pigmentée, le truc. » Et c'est la même chose avec le bronze. Il nous apporte une fantaisie et en fait une originalité, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on pense toujours que l'artisanat, c'est une chose classique, ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, tout est exporté. Tous les grands décorateurs français qui maintenant travaillent en Amérique ou dans le monde entier emmènent avec eux ces artisans pour réaliser des choses extraordinaires. 13 manufactures qui font partie Oui, en fait, 13 manufactures qui font partie du groupement haute facture de l'ameublement français. Voilà, c'est l'ameublement français qui réunit toutes ces maisons, mais il y a des savoir-faire dans la robinetterie, dans la literie, dans le luminaire, dans le travail du métal, dans le travail du bois évidemment. Donc dans la tapisserie, il y a plein de choses. Et pour rebondir sur ce que disait Vincent, je crois que vraiment ce dialogue, il est incroyable parce qu'on a aussi, nous les artisans et les manufactures d'art, besoin des créateurs, des designers, des artistes pour venir nous titiller, nous dire, de nous faire sortir de nos zones de confort. Et en même temps, c'est vrai... C'est la même chose pour nous. Mais voilà, exactement. C'est là où vraiment c'est un travail à 4 mains avec un vrai échange. Parce qu'on les fait sortir de leur zone de confort, mais en même temps, nous aussi, on prend des risques en se disant « mais attention, je ne sais pas ce que ça va donner » et c'est encore plus beau que ce qu'on peut imaginer. Oui, je crois que ça c'est vraiment important parce que bien souvent finalement les créateurs ne se rendent pas compte de la totalité des possibilités en fait de nos savoir-faire et vraiment voilà, c'est ce dialogue qui est très fécond et je crois aussi qu'il fait une des spécificités finalement de la France, de notre pays et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le montrer ici avec 13 maisons parce que c'est un peu aussi la première fois qu'on se prend tous un peu en... C'est mon chiffre fétiche. C'est vraiment mon chiffre porte-bonheur. Ce qui est ça qui est incroyable,
c'est que toujours tout est un destin dans la vie. C'est pas le hasard, 13. Vous avez Non, choisi c'est le hasard parce délibérément qu'on 13. était 12 Ah non. et tout Oui, d'un coup, exactement. le monsieur qui fait les tapisseries faisait L'atelier partie de fort la est réunion. revenu, voilà. Et voilà, il a dit ah non mais moi je veux faire partie du projet et donc ils sont devenus 13. Je pense que la vie c'est un destin et que on a toujours. Moi je travaille vraiment pour réaliser mes rêves et donc à chaque fois c'est une possibilité pour moi de faire un autre exercice de style, de jamais rester cantonné dans la même idée, mais plutôt de montrer plein de palettes de mon travail. Super, et merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous et bonne Design Week. Ouais, à tout le monde. On termine avec une collab inattendue, la collection Club, entre l'illustre architecte Jean-Michel Wilmotte et le jacquard français. 2 savoir-faire donc, 2 regards, l'un plus traditionnel et artisanal et l'autre plus visionnaire et contemporain, je dirais. Un choc des cultures, mais qui ne l'est pas tant que ça. Jean-Michel Wilmotte va nous raconter, et je suis très contente parce qu'il donne très peu d'interviews, et il est accompagné de Béatrice Brandt, la directrice générale du Jacquard français. Bonjour Jean-Michel Wilmotte, vous venez de collaborer donc avec le Jacquard français, on ne vous attendait pas forcément là. Comment s'est passée la rencontre ? Qui a eu l'idée ? D'abord, j'aime bien être où on ne m'attend pas, ça c'est la première chose. Ensuite, l'idée, c'est une idée presque commune avec Béatrice. En été, moi, je cherchais des cétrons et j'adorais la texture du jacquard français, qui pour moi c'était une grande tradition, un grand savoir-faire qu'on ne trouve pas partout. C'est quelque chose de très spécifique. Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec le jacquard français et Béatrice. Voilà. Et comment vous avez travaillé ensemble ? Vous avez eu carte blanche ? Est-ce que non, vous avez eu des indications ? on a réfléchi, on a dessiné plusieurs choses, on a montré des pistes d'inspiration et c'est Béatrice et son équipe qui ont un peu sélectionné ce qu'ils préféraient et puis après on l'a adapté aussi à une gamme de couleurs qui est un petit peu, qui sont des couleurs qui sont nos références, qu'on utilise sur nos chantiers, qu'on utilise régulièrement. C'est un petit peu notre ADN de la couleur et qui s'est adapté au métier à tisser du jacquard. Voilà. Et vous, quelle a été votre inspiration ? Mes inspirations, c'est la continuation de nos dessins de tous les jours. C'est des dessins de structure, c'est des dessins d'architecture. Et là, notamment, on a repris des dessins qui avaient servi, qu'on appelle du filaire en 3D, qui avaient servi à faire la conception du Grand Palais éphémère à l'époque. C'était comme une trame, c'était déjà presque un tissage de bois, si vous voulez. C'était très, très fort. Et puis, je me suis dit, ce serait très intéressant de l'adapter à un textile, puisque finalement, c'est un textile qui... Le métier à jacquard, c'est juste un tissage qui fait que par des mouvements d'aiguilles et de navettes, on arrive à créer un graphisme en faisant passer un fil au-dessus, un fil en dessous, et le tout, ça devient ce que vous voyez aujourd'hui qui est magnifique. Voilà. Vous aviez déjà travaillé dans l'univers du textile ? Énormément dans les années, à la fin des années 80, j'avais beaucoup travaillé dans ce domaine-là pour différents éditeurs français et pendant très longtemps, et puis bon, ça s'est arrêté. Et là, avec le jacquard français, j'ai retrouvé une passion, voilà. Ouais. Alors Béatrice, comment vous avez retranscrit justement le tracé des charpentes, le dessin architectural, tout ce que vous a donné l'agence ? Alors c'est toute la complexité du tissage en jacquard, c'est l'art de traduire en 2D ce qui est à l'origine en 3D. En tout cas, c'était le challenge qu'on avait ici. Et donc par le jeu de croisement de fils, on a pu... retranscrire les souhaits de Monsieur Wilmotte et Jean-Michel avait des idées très très innovantes et très différentes pour nous parce on nous trouve davantage dans un univers ornemental et floral et donc ici on entre dans un univers graphique dans lequel on ne nous attend pas non plus et donc c'est ce qu'on aime aussi comme le disait Jean-Michel juste avant, c'est vrai qu'on aime être là où on ne nous attend pas aussi.
aussi. Et donc là, c'était le fait de pouvoir avoir en 2D ce grand palais éphémère et les structures que l'agence avait pu créer. Et donc c'était un vrai challenge, mais une vraie satisfaction. Pourquoi c'était difficile pour nous, grand public? Pourquoi c'est difficile de faire un set de table rond par rapport à un rectangulaire? Alors il faut savoir que ici nous avons utilisé un mélange de coton et de lin, et ce sont des matières naturelles, donc qui évoluent, qui sont différentes d'une production à une autre. Le coton n'est pas le même en fonction des endroits dans lesquels où il pousse sur la planète, et lors du tissage, les croisements de fils sont plus ou moins serrés et vont réagir différemment au cours du tissage et après au cours de l'ennoblissement et des traitements qui sont apportés après le tissage. Et donc par exemple, pour faire des sets ronds, on a tissé des sets ovales qui avec le rétrécissement naturel du tissu deviennent ronds, mais c'est très complexe en fait, et on se rend pas compte de la complexité de la chose en voyant les produits, c'est sûr. Jean-Michel, tout à l'heure, vous disiez c'était un peu une récréation pour vous par rapport à tous les chantiers que vous pouvez faire. C'est pas un petit peu, c'est une totale récréation. Oui. Oui. C'est un changement d'univers, c'est un changement d'échelle, mais c'est la continuation de notre travail. Et le Jacquard français, entreprise du patrimoine vivant, c'est important pour vous de soutenir? C'est un plus. Et c'est nécessaire de soutenir les entreprises françaises qui ont des savoir-faire, et puis de les soutenir en prolongeant l'histoire. C'est-à-dire que, il y a eu l'époque, tout à l'heure on l'a rappelé, l'époque Primrose Bordier qui a amené beaucoup au Jacquard français. Et puis maintenant, je pense qu'il y a une autre façon aussi d'attaquer de ça. Puis l'art de la table en France, l'art de la table a énormément évolué, et très très puissant en France. Enfin, c'est vraiment un vrai savoir-faire français, aussi bien au niveau de la porcelaine que on a quand même Limoges, on a Gien, on a des choses fantastiques, si vous voulez. Dans le domaine du verre aussi, il y a des grandes marques de verre. Il y a dans la coutellerie, je veux dire que l'art de la table est très très présent en France. Il nous est aidé d'ailleurs par aussi les grandes institutions qui les utilisent, et j'espère d'ailleurs que nous nous retrouverons bientôt dans les grandes institutions. Et je pense que c'est bien de faire évoluer, d'amener de la fraîcheur à des grandes maisons comme ça qui peuvent évoluer et grâce à des rencontres entre des bureaux de style, des bureaux de création, des architectes et puis des créateurs, quoi. Merci beaucoup et bravo pour cette collection. Merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.